écoutez, n'écoutez pas les autres. Les autres, ils vous diront plein de conneries. Si vous voulez, vous avez toutes les informations sur Internet. Vous avez la capacité, vous n'êtes pas plus con, plus intelligent qu'un autre. Vous êtes juste curieux. Je vous ai dit, le meilleur moyen de performer, de devenir bon, c'est de pratiquer. Pratiquer, mais avant de passer à la pratique, il faut avoir l'aspect théorique. Il faut une méthodologie. C'est l'apprentissage. Et ça demande un travail personnel. Malheureusement, le système éducatif français formate les esprits. On vous apprend pas à être indépendant, à mettre en place des schémas de pensée, de raisonnement, avoir un esprit critique sur les gens qui vous entourent. On vous formate à la pensée unique. C'est la doxa, la pensée dominante. On retrouve cette pensée dominante partout. Elle vous entoure dans les médias, les journaux, la télé, le milieu universitaire, la société, l'école, l'éducation, que vous soyez à l'université, au collège, au lycée, peu importe, dès votre plus jeune âge, on vous formate. On va vous orienter vers certains schémas de pensée. À vous, après, de faire un travail personnel, résister. C'est de la vraie résistance intellectuelle. Sinon, vous restez passif et vous serez un sujet hautement influençable, manipulable. Et vous n'aurez plus aucun esprit critique. Surtout en ce moment, avec la crise du Covid et tout ça, il faut garder un esprit critique. Aller chercher l'information, multiplier ses sources, comprendre et pas rester passif. Parce qu'un citoyen passif, c'est un citoyen qui est un mouton ou un pigeon. Et donc un mouton et un pigeon, ça donne des moujons. Et les moujons, c'est pas bon. Si on veut changer le monde, il faut qu'on reprenne en main nos destinées. Il faut qu'on reprenne en main nos vies. Ça passe par la connaissance. Je vous ai toujours dit, le savoir est une arme. Votre cerveau, c'est la plus belle arme que la nature vous a. C'est un champ très large. Et ça veut strictement rien dire à l'informatique, en fait. Puisque vous savez que malheureusement c'est comme ça, on vous spécialise, et c'est pas propre à l'informatique, c'est le milieu scolaire, le milieu universitaire qui va vous spécialiser. On préfère que les gens soient ultra spécialisés, que ce soit l'ouvrier spécialisé, l'OS, ou que ce soit l'ingénieur spécialisé. Le problème, c'est quand on travaille en cybersécurité, et même, j'ai envie de vous dire, si vous voulez comprendre la société technologique dans laquelle on vit aujourd'hui, la société de l'information, la société du tout ou du tout numérique, où tout est sur le cloud, tout est numérisé en fait. Et je vous fais l'analogie, ouais, avant on était sur des systèmes analogique et maintenant on est passé à du numérique. Et ben c'est un peu pareil. Vous voyez bien qu'on est là, on est en pleine transition entre, comme dirait mon président, l'ancien monde et le nouveau monde. Et le monde de demain qui se dessine vers nous, c'est un monde technologique. Donc comme je vous ai dit, soit on est consommateur passif et la technologie nous a servi. Et vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui ont compris comment vous asservir avec la technologie, soit on essaye de la comprendre. Et si on la comprend, et ben à partir de là, on peut la manipuler, on peut s'en servir, on peut la hacker. On n'est plus esclave, on devient maître. Mais ça dépend que de vous. Il va falloir passer du temps, il va falloir être curieux. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, gardez ces yeux d'enfant que vous aviez, si je connais pas votre âge, mais que vous aviez quand vous étiez petit, ou les enfants sont fascinés par tout, n'importe quel sujet, ils posent beaucoup de questions. Et puis après arrive l'âge de la préadolescence, de l'adolescence, on devient adulte et on est un peu blasé, quoi. On n'a plus envie d'apprendre. Et ben là, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement technique. Honnêtement, pour une personne lambda, c'est pas un sujet bandant, mais il va falloir en parler. Il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler dépassement de temps, buffer overflow. Donc c'est uniquement de la théorie. Je ne prétends pas, grâce à cette vidéo, vous apprendre le buffer overflow. Ok? Donc en français, c'est dépassement de tampon, débordement de mémoire ton. Allez rechercher toutes les ressources que vous avez. Je vous ai dit, les meilleurs cours d'aussi, c'est déjà récupérer les informations dont on a besoin, qu'on juge pertinentes, comprendre un concept, une théorie, et pouvoir ensuite passer à la pratique, à l'application. Mais d'abord, il faut l'aspect théorique. Et donc, là, je veux
prétends pas vous apprendre comment faire des beaufs. On verra plus tard comment en faire. Moi-même, il faut que je me remette au C. Le C est extrêmement complexe. Mais je peux vous dire que c'est sûr que là, il va y avoir une certaine barrière entre les gens qui sont motivés, les gens qui sont démotivés et les gens qui se donnent les moyens d'apprendre un nouveau langage. Les langages de programmation, je vous ai dit, c'est comme apprendre une langue étrangère. Au début, ça peut paraître rebutant, et puis, plus vous pratiquez, plus vous allez rentrer dans le bain. Et ça va devenir facile. Facile, mais ça va prendre du temps. Vous savez que c'est exponentiel. Plus le temps que vous passez sur une langue, plus vous la pratiquez, plus à la fin, ça sera extrêmement facile. Et à l'inverse, au tout début de votre apprentissage, ça vous paraîtra complètement, comment dire, incongru, complexe, inintelligible. Mais parce que vous n'avez pas encore toutes les connaissances. Donc il va falloir se donner les moyens, il va falloir, je vous conseille vraiment des langages de programmation comme Python, commencer, et ensuite le C. Le C, alors voyez, vous pouvez faire du C, là c'est extrêmement dur, vous pouvez vous donner quelques facilités en faisant du C++, et si vraiment ça c'est trop rebutant, passez au C#. Donc C, dièse, ok? On va faire simple. Mais il va falloir maîtriser ces langages de programmation. Ça va vous prendre des années pour parfaire votre technique. C'est un travail initiatique. Mais j'en reviens au sujet. Donc aujourd'hui, on va parler théorie du dépassement de tampon. C'est l'attaque la plus vicieuse en informatique. Dépassement de tampon, on parle de débordement de tampon. Okay. Un tampon en anglais, il faut que ça soit très clair dans vos têtes, on parle de buffer. Okay. Cette technique de buffer, vous la verrez constamment. Les buffers sont utilisés partout en informatique. Okay. On a des mémoires tampons sur vos disques durs, vous avez des mémoires tampons sur vos SSD, vous avez des mémoires tampons. Votre RAM utilise de la mémoire tampon, votre système d'exploitation utilise de la mémoire tampon, paginé ou non paginé, du swap, le fameux swap qu'on connaît tous. On a du page filing, ok. Tout ça, c'est des techniques de mise en tampon. Là, vous regardez cette vidéo sur YouTube, la vidéo est mise en tampon dans votre navigateur, ok. Qu'est-ce que permet le tampon? Et précisément, ça permet de prendre des données en entrée, okay, de les stocker. Et on parle d'un tampon. Généralement, c'est temporel. Là, par exemple, sous YouTube, si vous regardez la vidéo, là, c'est le cas en ce moment, généralement, c'est un tampon de 30 secondes. C'est-à-dire que, sur votre disque dur, ou votre RAM, j'avoue, je connais pas au niveau bas niveau comment ça se passe pour YouTube, mais peut-être dans la RAM, peut-être sur votre disque dur, peu importe, cette vidéo permet d'être lue sans qu'il y ait de saccade au niveau vidéo et audio, parce qu'il y a un temps, il y a un espace qui est alloué à la vidéo, qui va permettre de venir stocker toutes les informations qui sont prises en entrée par votre connexion Wi-Fi ou Internet. Okay. Ça vient du net, ça la stocke et votre vidéo est lue ensuite par rapport aux entrées et aux sorties. Okay. Donc, grosso modo, ça prend toutes les informations des data centers de Google qui font tourner YouTube, ça récupère les paquets réseau et la vidéo est lue sur votre ordinateur. Et au bout d'un certain temps, votre navigateur dit, là, l'utilisateur, il est à 30 secondes de la vidéo, envoie-moi les autres paquets, s'il te plaît, et je vais les récupérer pour qu'il y ait une continuité. Et toutes les 30 secondes, par exemple, le tampon de YouTube se met à jour. Donc ce principe de tampon, il est inhérent à l'informatique, vous le retrouverez partout. Nous, ce tampon, en gros, voyez-le comme un tampon, vraiment, c'est une métaphore. Le tampon, il a une certaine taille. Et dans le buffer overflow, en fait, c'est un bug pour lequel, en fait, le processus, lors de l'écriture d'un tampon, écrit à l'extérieur de l'espace alloué au tampon, écrasant ainsi des informations nécessaires au processus. Donc chaque processus tourne en mémoire et il y a des plages, il y a de l'espace alloué, okay, paginé ou non paginé, pour ces processus, pour qu'ils puissent s'exécuter. Mais vous savez que si un processus peut espionner un autre via la mémoire, c'est pas bon. Donc au fil du temps, les systèmes d'exploitation, la manière de programmer s'est perfectionnée et a compartimenté ces espaces mémoire. C'est différent tampons. En effet, qu'un processus ne puisse pas espionner un autre processus, parce que ça comporterait des failles intrinsèques
à l'architecture et ça permettrait de faire des attaques, comme vous vous en doutez. Donc lorsque ce bug se produit, en fait, voyez-le comme un tableau, comme une case mémoire, comme un tiroir. Un tiroir, je peux mettre 70 slips dans mon tiroir parce que j'adore les slips. Euh, et si je mets 80 slips dans mon tiroir, et ben là, mon tiroir il se ferme plus. J'arrive plus à le fermer, ça bug. Et ben c'est ça. Qu'est-ce que un dépassement de tampon, un buffer overflow ou un débordement de tampon, on va créer un bug. Ça va être fait à dessein. Ok? C'est justement calculé. On va pousser l'ordinateur à la faute. On va pousser le système de pagination, de mémoire, d'allocution du tampon, du buffering, à un comportement qui est imprévisible. On va se servir de cette situation et quand le comportement de l'ordinateur devient imprévisible, eh ben, il en résulte souvent un blocage du programme, voire de tout le système. Donc qu'est-ce que on peut en déduire de ça? Vous savez qu'on peut faire, quand on parle de blocage du programme, voire de tout un système, on parle de DOS, ok? De déni de service, ok? Une attaque de denial of service, ok? Ou ça peut être aussi un buffer overflow, ce qu'on appelle un BOF, ok? Donc soit je vais mettre à terre le système, je vais le coucher, comme on dit, il va tomber, comme on dit dans le jargon informatique, et le système est rendu inopérant. Ça peut être utilisé en guerre electronic warfare, en guerre électronique, hein, quand des États-nations, quand des services de renseignement se font la guerre, on peut rendre inopérant un système via cette technique de DOS. Ok? Ou on peut faire un buffer overflow. Et là, je vous ai dit, tout est compartimenté. Et si je sors de ce compartiment, si j'arrive à sortir des slips de mon tiroir, j'accède à des slips qui sont pas à moi, qui sont à quelqu'un d'autre. C'est une sale métaphore, une vieille analogie. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, je porte pas de slip. Je préfère les strings, mais non, je rigole. Mais voilà le principe. En gros, vous accédez dans une case mémoire à des choses qui vous appartiennent pas. Ok? On a dit que le système est compartimenté. Là, en l'occurrence, on accède à des données qui étaient compartimentées et on les décompartimente. Donc, en dépassant la stack, la pile mémoire, on verra plus tard ce qu'est une pile. On accède à des données qui ne sont pas enfin intentionnellement, qui ne devrait pas être accessible. Et on peut exploiter ça pour violer la politique de sécurité d'un système d'information, d'un système d'exploitation. Cette technique, en fait, elle est couramment utilisée par les pirates. La stratégie de l'attaquant est alors de détourner le programme buggé en lui faisant exécuter les instructions qu'il a introduites dans le processus. Donc on va faire des processus malicieux, on va apprendre à coder des programmes qui font des bugs, qui vont pousser le système à l'erreur et on va pouvoir exfiltrer soit des informations auxquelles en théorie on n'a pas accès, ok? Donc là on viole la politique de sécurité, ou on va réécrire la pile mémoire et en la réécrivant on va pouvoir injecter du code. C'est pour ça que toutes ces attaques, on les appelle des injection attack, okay, des attaques par injection. On va injecter du code qui va faire notre buffer overflow, qui va nous permettre de faire soit de contourner une politique de sécurité, soit de réécrire, de tempérer les informations. Tempering, en anglais, vous savez, c'est la manipulation. Okay, ça peut être cette technique pour installer des backdoors sur des systèmes, des ordinateurs, des tablettes et tout ça. On dit que le système a été tempéré, il a été modifié. Les agences de renseignement font ça. Et le tempering aussi, c'est une technique au niveau d'un système, un programme, un système d'exploitation, un système d'information où on va falsifier, on va modifier, on va usurper, on va grosso modo tromper, berner le système pour lui faire soit faire ce qu'on veut, soit modifier les données à l'intérieur du système. Et encore une fois, le but c'est de violer la politique de sécurité d'un système. Ok? Donc ça, c'est vraiment la théorie. Donc, en informatique, dans le secteur militaire, je vous ai toujours dit, on a action, réaction. On a mesure, contre-mesure. Ok? C'est vieux comme le monde. Là, on va voir l'utilisation malveillante et les contre-mesures. Il y a un très bon article, hein,
sur lequel je base mes propos, c'est celui de Wikipédia. Pour une fois, je ne sais pas qui a rédigé l'article, mais c'est excellent. Donc je me base, tout ce que je vous dis là est présent dans l'article. Donc, l'utilisation malveillante et les contre-mesures. Une vulnérabilité de ce type, en gros, comme je vous le disais, permet d'écrire des données au-delà du tampon qui leur est alloué. En effet, les données peuvent être uniquement contenues dans le tampon. Ah, si ça dépasse le tampon, eh ben, elles sont bannies, hein, elles sont outcast, on les jette en fait, hein. Il n'y a que dans le tampon qu'elles peuvent être allouées. Donc, on va euh, comment dire, avec le langage C, c'est typiquement, ça va se produire avec des fonctions telles que get et que strike copy. Donc string copy, c'est strcpy et get, c'est gets. Le get, c'est une fonction qui permet la lecture d'une suite de caractères sur le flux d'entrée standard. Flux d'entrée standard, tout de suite vous vous dites stdin, standard input, ok? Les caractères en anglais, vous savez que c'est des strings, ok? C'est pas des slips, c'est des strings, ok? Et le str, dès que vous voyez str, vous savez que c'est string. String, c'est l'abréviation str en anglais, ok? String caractère. Et une chaîne de caractères, eh ben, ça sera string caractère. Et string copy, c'est la fonction qui permet de faire une copie d'une chaîne de caractères, qui ne contrôle pas le nombre des caractères écrits en mémoire. Ils sont appelés en fait sur des entrées non fiables. Donc on a les entrées fiables et les entrées non fiables. Donc tout ça, ce sont des failles qui sont propres au langage C, qui est utilisé, le langage C, par exemple, tous vos systèmes d'exploitation macOS, Windows, Linux ont été programmés en C. Ok, c'est quand on veut créer un système d'exploitation, on utilise le langage C. C'est le plus performant, c'est le plus efficace pour faire un système d'exploitation. Donc vous voyez que si on maîtrise le langage C, ça nous ouvre des vecteurs d'attaque et on pourra mieux maîtriser la surface d'attaque. Donc je rappelle, la surface d'attaque, ce sont les moyens ou les trous dans la passoire, que ça soit un programme, que ça soit un système d'exploitation, que ça soit du matériel hardware, hein, ou software, eh ben, ça sera justement les trous qui vont permettre de faire quoi? Des IV, des vecteurs d'initialisation. Qu'est-ce que pour attaquer un système, pour attaquer un langage, pour attaquer du hardware ou du software, une application, j'ai besoin de vecteurs d'initialisation. J'ai besoin de trouver comment initialiser mes vecteurs d'attaque. Qu'est-ce qu'un vecteur d'attaque? Le vecteur d'attaque, c'est exactement la façon, la technique que je vais utiliser pour pirater un système. Ok? Que ça soit un système complexe, un système d'exploitation, un système d'information, ou plus précisément, soit la couche applicative, logicielle, software, ok, qui tourne sur ce système d'information ou sur ce système d'exploitation, ou plus précisément attaquer une puce au niveau hardware, ok, un contrôleur. Précisément, je vais utiliser des failles. Ces failles se basent sur des vecteurs d'attaque. Ces vecteurs d'attaque existent parce que j'ai trouvé des vecteurs d'initialisation. Et ces vecteurs d'initialisation qui mènent aux vecteurs d'attaque, qui vont me permettre d'attaquer le matériel, le logiciel, le système d'exploitation, eh ben, c'est grâce à la surface d'attaque. Donc la première étape d'un hacker, c'est d'analyser la surface d'attaque. Une fois que j'ai bien analysé la surface d'attaque, et je vous ai dit, plus un système est complexe, plus il est malheureusement faillible. Parce que va y avoir des surcouches logicielles, hardware et tout ça. Et eh ben, plus le système est complexe, plus ça devient le colosse au pied d'argile. Plus vous trouverez des vecteurs d'initialisation. À l'inverse, plus un système est basique, plus il est simple, moins il comportera de failles. Ok? Donc ça, c'est vraiment la théorie, mais il ne faut pas croire que plus le système est complexe, plus il va être sécurisé. C'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de vouloir trop sécuriser, eh ben, vous savez que malheureusement, l'être humain introduit lui-même des failles. On n'a pas besoin de travailler pour la NSA ou les services de renseignement français pour introduire volontairement des failles logicielles ou des backdoors hardware. Okay, au niveau du matériel. Des fois, on le fait sans faire exprès parce qu'on a une méconnaissance, parce qu'il n'y a pas de revue de code et malheureusement, on introduit de façon inhérente
le développement entraîne des failles, parce que oui, il faut faire de la relecture de code, il faut faire des tests poussés, et c'est pas des tests unitaires uniquement, ou des tests en fonction des besoins des applications métiers, comme on fait très souvent dans la plupart des boîtes qui bossent en dev. Il faut faire des tests au niveau de la sécurité. Et ça, voir justement est-ce que votre programme n'est pas sensible au buffer overflow. Ça, par exemple, c'est le meilleur exemple. Donc là, on va voir les attaques génériques, ok. Mais le but, je vous rappelle, c'est l'attaquant va modifier des variables. Donc c'est des variables, vous savez qu'on les définit, on les déclare en programmation, et les variables vont nous permettre, c'est comme des cases mémoire simples, ok, parce qu'il y a des cases mémoire multiples, c'est ce qu'on appelle des arrays, des tableaux, ok, on va faire très simple, mais les variables, en gros, je les définis, je vais appeler la variable Toto, et Toto, eh ben, elle peut m'enregistrer des données dans cette case. Alors ces données, ça peut être des entiers en 32 ou 64 bits, ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être du floating, la virgule flottante, ok, donc des, comment dire, on aura des chiffres et des nombres avec des virgules, etc., etc. Donc je vais pouvoir stocker en fonction de mes besoins, ok, et on utilise les variables quotidiennement, en fait, dans n'importe quel langage de programmation, on va utiliser des variables dans n'importe quelle base de données, on va utiliser des variables dans n'importe quel système d'exploitation. Il y aura des variables utilisateurs, des variables d'environnement. Ok. Donc le but, l'attaquant, c'est de modifier les variables situées à la suite du tampon. Pourquoi? Parce qu'à la suite du tampon, je sors de la compartimentation. Je sors du tampon. Et qu'est-ce que fait le tampon? Le tampon essaie de compartimenter les actions de l'utilisateur. Le hacker, lui, n'est pas l'utilisateur lambda. Il veut modifier le système. Dès qu'il peut réécrire les variables situées en dehors du tampon, à la suite du tampon, là, il accède à de la mémoire qui est protégée, qui est sensible. C'est exactement là où il veut faire son attaque. Donc les attaques génériques sur la plupart des architectures de processeurs, c'est bien le problème d'ailleurs, on a des failles. On a des failles qui ont été faites volontairement. Comme je vous dis, hein, c'est vieux comme le monde, la NSA a introduit des failles depuis les premiers processeurs Intel dans les années 70. AMD fait de même, même s'il y a moins de failles quand même. Les processeurs AMD sont un peu plus sécurisés que les processeurs Intel. Mais donc dans ces processeurs, on a l'adresse de retour d'une fonction qui est stockée dans la pile d'exécution. La pile d'exécution, en fait, c'est comme, euh, comment vous dire, une armoire, ok? Dans cette armoire, vous avez plein de tiroirs, ok? Ces tiroirs sont les uns sur les autres, et j'ai un premier tiroir qui est tout en bas de l'armoire, et plus je remonte à l'échelle, à la taille d'un homme, au niveau de mes yeux et puis au-dessus de ma tête, plus j'ai cette pile, et cette pile d'exécution, ce sont tous ces tiroirs verticalement qui sont stockés dans la pile d'exécution. L'adresse de retour d'une fonction va venir s'ajouter dans un de ces tiroirs. Et le but, c'est on écrit dans la pile et les premières informations vont être stockées en bas de la pile, tout en bas dans le tiroir du bois. Et plus on écrit, plus la pile se remplit de bas en haut. Et après, on va pouvoir faire des opérations grosso modo mathématiques pour récupérer les données qui sont stockées dans la pile de bas en haut ou de haut en bas, et on va récupérer et faire des opérations via des opérateurs mathématiques sur ces piles. Ok. Lorsqu'un dépassement se produit sur un tampon situé dans la pile d'exécution, il est alors possible d'écraser l'adresse de retour de la fonction en cours d'exécution. Et là, vous comprenez bien tout de suite qu'il y a un gros problème. Si une fonction est en train de s'exécuter en mémoire, c'est qu'il y a un programme, c'est qu'il y a un système d'exploitation, ce que vous voulez, qui en a besoin. L'attaquant peut ainsi contrôler le pointeur d'instruction. Donc, on va faire très simple, un pointeur, pareil, utilisé en programmation dans n'importe quel langage, que ça soit orienté objet ou non, ou en bas niveau. Un pointeur, en gros, c'est, comment vous expliquer? On va pas récupérer l'ensemble des informations. Le meilleur exemple que je peux vous donner comme métaphore, comme analogie, c'est quand vous créez, parlons de Windows, ok? Linux c'est pareil, mais parlons de Windows.
quand vous créez un raccourci sur votre bureau. Vous savez que ce raccourci, vous pouvez faire clic droit dessus, aller dans propriétés, et si vous regardez sa taille réelle et sa taille sur le disque dur, eh ben, il fait rien. Il fait que quelques kilooctets. Pourtant, eh ben, ce raccourci pointe vers un binaire, ok? Sous Windows, ça sera un fichier exe, ok? D'exécution. Et ce fichier, par contre, peut faire plusieurs centaines de mégas, plusieurs gigas, peu importe. Mais vous comprenez bien que le lien, lui, ne pèse que quelques kilooctets et il pointe vers le binaire que vous voulez lancer. C'est comme ça que fonctionne un raccourci. Sous Linux, maintenant je parle de Linux, on a des liens logiques, on a des liens physiques. Quand vous faites un lien physique, vous copiez à l'identique le binaire. Si je copie le programme toto.sh qui fait 13 mégaoctets, eh ben là j'aurai un toto 1, exactement la copie conforme, le clone, qui fera également 13 mégaoctets. Si je fais un lien, maintenant qui n'est pas physique, un lien relationnel en fait, avec le ln-s, eh ben, je vais avoir en fait une copie, mais qui va pointer vers le fichier d'origine. Donc l'avantage, vous le savez très bien, c'est que si j'ai une centaine d'utilisateurs qui doivent utiliser le programme Toto qui fait 13 mégabytes, je vais créer des liens symboliques et pas des liens physiques, et qui vont tous pointer vers le fichier d'origine, et mes centaines d'utilisateurs pourront l'utiliser. J'aurai pas besoin de stocker 13 mégabytes, 13 mégaoctets, 100 fois sur une machine, ou 100 fois sur 100 machines différentes, enfin une fois sur 100 machines différentes. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus léger en termes de calcul, en termes d'espace disque, de pointer, faire pointer vers le fichier d'origine. Qu'est-ce que fait le pointeur d'instruction? C'est exactement ça. Il sait qu'il y a il y a un stockage mémoire, il y a des données. Ces données, on va pas les appeler directement, on va se servir d'un pointeur qui va nous donner l'endroit où sont stockées les données. Et c'est beaucoup plus léger à exécuter en termes de calcul mathématique, en termes de puissance qui est demandée à la machine, que d'appeler directement les données et de chercher dans quelle case mémoire elles sont. Okay, le but, c'est de réduire et que le code soit fonctionnel, qu'il soit le plus facile d'exécution et donc le plus court en termes d'exécution. On optimise le code. Donc je vais pas aller chercher, c'est comme, je vous fais une métaphore, vous arrivez dans une chambre, encore une fois, et il y a une centaine d'armoires, et dans chaque armoire, il y a une 10, 15, 20 casiers. Ou vous arrivez dans une banque, il y a un coffre-fort, vous ouvrez le coffre-fort, et là vous arrivez, et il n'y a que des casiers avec des serrures, et voilà, vous savez pas où est l'argent en fait, il va falloir les ouvrir une par une, et trouver chaque clé qui ouvre quoi, quel coffre, ok? Et c'est des petits coffres et il y en a des milliers. Vous voyez où je veux en venir? Si vous savez pas où est la donnée que vous cherchez, eh ben, vous aurez un pointeur d'instruction, ok? Et si vous savez que c'est dans... Vous avez ouvert la banque, vous êtes accédé à tous les coffres, la salle des coffres, et vous savez que c'est le coffre B30F qui a ce que vous recherchez. Et ben là, vous irez chercher la clé, la bonne, ok, qui est indiquée, et vous allez l'ouvrir et récupérer ce que vous voulez. Vous n'allez pas ouvrir un par un, tester toutes les clés de tous les coffres pour finalement trouver ce que vous avez besoin. Excusez-moi, je détaille, mais c'est vraiment des analogies, des métaphores pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc ces pointeurs d'instruction, c'est vraiment important. L'attaquant peut ainsi contrôler le pointeur d'instruction après le retour de la fonction. Ok, donc quand on appelle une fonction, il y a toujours un retour de fonction, return. Et ça fait exécuter des instructions arbitraires. Exécution de code arbitraire se fait via des instructions arbitraires. Dès que vous entendez arbitraire, c'est du code malveillant qui aura été introduit dans le programme. Si on parle d'introduction de code malveillant dans le programme, on parle d'attaque par injection. Ok? Donc ça, c'est les attaques génériques. Maintenant, je vais vous parler des attaques spécifiques. Il y a des vulnérabilités de dépassement de tampons, donc des buffs qui peuvent exister dans les programmes dans lesquels l'adresse de retour est protégée. Ok, c'est ce qu'on appelle le Stack Smashing Protector, ok, le SSP, ou exister dans la pile d'exécution. En effet, on essaye
de protéger un tant soit peu, puisqu'on sait que c'est exactement à cet endroit-là qu'on pourra faire des vulnérabilités et enfin exploiter des vulnérabilités de dépassement de tampons. Dans certains cas, elles peuvent tout de même être exploitées, donc on va contourner les sécurités pour mettre à mal la sécurité du programme, par exemple en écrasant d'autres pointeurs que le pointeur d'instruction ou en modifiant des données spécifiques du programme pour en altérer la logique. Vous savez que quand vous faites de la programmation, on fait de la logique. Il y a une logique algorithmique qui est présente. Okay, le programme ne fait qu'exécuter en termes mathématiques, en termes d'instruction, en termes de programmation, une logique qui a été pensée en amont via votre algorithme. Okay, votre algorithme, c'est l'épine dorsale. Grâce à un algorithme et à sa logique, et c'est la logique qui dirige en fait l'algorithme. Okay, votre algorithme doit être pensé par rapport à votre logique. Donc le premier truc avant de coder un programme, on pense d'abord à l'aspect logique. Une fois que la logique est définie, on trouve l'algorithme le plus pertinent qui va permettre de servir cette logique. Et une fois que l'algorithme est béton, on le code dans un langage de programmation. Ok? Donc, on a certaines contre-mesures. Je vous ai dit mesures, contre-mesures. Afin d'éviter des déplacements, certaines fonctions ont été réécrites pendant paramètre la taille du tampon dans lequel les données sont copiées et éviter ainsi de copier des informations à l'extérieur du tampon. Puisqu'à partir du moment où on copie des informations à l'extérieur du tampon, qu'est-ce qui se passe? On a notre buffer overflow. Donc les fonctions strl copy est une version de strcpy, je vous ai parlé. Donc quelle est la différence? On a strlcpy, donc L, et l'autre c'est strcpy, et L c'est length, donc la longueur, ça tient compte de la taille du tampon. De même, on a avec gets, G-E-T-S, et ben on a une version améliorée de gets qui est fgets, donc coller F, G-E-T-S. Et elle aussi prend en compte la taille du tampon. Donc vous voyez qu'avant on se servait d'instructions et on a renforcé ces deux instructions dont je vous ai parlé au début pour qu'elles prennent en compte la taille du tampon. Ok. Donc strcopy et gets ont été modifiés en strlcopy et fgets. Et les fonctions strlcopy et strl4 ont été initialement disponibles sous OpenBSD. Donc OpenBSD qui est utilisé depuis les années 70-80 on va dire, avec une version modifiée de BSD qui était utilisé dans la plupart des universités, dans les grandes entreprises américaines depuis les années 70. Et OpenBSD, c'est la version open source, on va dire, et elle tend à se répandre dans divers logiciels. Donc on a AirSync et KDE. Ensuite, on va aller voir un petit peu l'architecture des processeurs. Et là, ça va être vraiment important, puisque vous savez qu'on a, je vous dis toujours, on a des failles physiques et on a des failles logicielles. Là, on va parler des failles logicielles. Donc, vous connaissez tous les processeurs x86, vous les utilisez tous les jours. Votre premier ordinateur, votre dernier ordinateur est un x86 en fait. Ouais, d'accord, bon courage. À toutes. À tout à l'heure. Donc un programme en exécution en fait découpe la mémoire adressable en zones distinctes. Vous avez la zone du code où sont stockées les instructions du programme en cours, la zone des données où sont stockées certaines des données que manipule le programme, la zone de la pile d'exécution et le tas, la zone du tas. Donc ça c'est super important. Donc le tas, comment vous expliquer ça? Vous allez voir en buffer overflow, on a des heap overflow aussi. Le heap, H-E-A-P, ça veut dire le tas. C'est l'un des deux segments de la mémoire utilisé pour l'allocation dynamique de mémoire durant l'exécution d'un programme informatique. L'autre segment de la mémoire utilisé lors de l'allocation dynamique de la mémoire est la pile d'exécution, ce qu'on appelle la stack ou la call stack, okay? La pile d'appel. Pile d'appel, call stack, qu'on traduit nous en français en pile d'exécution.
Lors de l'exécution d'un programme, le tas est utilisé pour allouer dynamiquement de l'espace mémoire à la demande d'un programme, par opposition à l'allocation dynamique sur la pile qui se fait automatiquement lors d'un appel de sous-routine ou de fonction. Ok, la plupart des programmes en fait ayant des besoins en mémoire dépendants de l'usage, quasiment tous les programmes, c'est ce qu'on fait. Eh ben, il est nécessaire de pouvoir demander au système d'exploitation, à des moments arbitraires de l'exécution. Donc là, ne confondez pas avec exécution arbitraire. Moment arbitraire, c'est à des moments précis. Ok, l'allocation de nouvelles zones mémoire, de pouvoir segment restituer en fait au système toutes ces zones. C'est-à-dire qu'on va allouer et désallouer là en l'occurrence la mémoire. Ok, dans ce cas, la location et la libération de la mémoire sont sous la responsabilité du programmeur. On peut avoir des fuites mémoire. Le meilleur exemple, c'est par exemple, vous jouez à un jeu vidéo et vous vous rendez compte que il y a votre consommation de RAM qui arrête pas de monter. Et là, l'ordinateur, il commence à ramer, votre jeu, il ralentit. Ça, c'est dû à des fuites mémoire, ainsi que d'autres erreurs fréquentes dans les programmes à gestion manuelle de la mémoire, où leurs sources sont, par exemple, futiles, enfin, créent des erreurs d'allocation mémoire sur le temps. Donc heureusement maintenant on a une gestion automatique de la mémoire, mais ça dépend des langages de programmation. Et quand on parle de C ou de C++, on a deux fonctions par exemple de la bibliothèque standard, le malloc et le free, ainsi que les opérateurs du C++ new et delete, qui permettent respectivement d'allouer et de désallouer la mémoire sur l'état. La malloc en C va permettre exactement de faire un buffer overflow. Et très souvent, vous verrez en C des buffer overflow ou des heap buffer overflow, heap overflow qui sont utilisés grâce à cette instruction malloc, M-A-2-L-O-C. Ok, mais il y en a d'autres. Donc là, on fait très simple. Je sais que c'est beaucoup d'informations, ça doit être du chinois ce que je vous raconte, mais il faut qu'on s'intéresse à ces bases. Et donc, je vous ai dit comment vos services de renseignement, eh ben, surtout la NSA, eh ben, vous espionnent, c'est directement avec des portes dérobées dans vos processeurs. Comment ça se passe? Eh ben, justement, ce sont ces failles qui sont inhérentes à l'architecture. Toute architecture a des failles. Ces failles sont la surface d'attaque. Cette surface d'attaque va être exploitée via des vecteurs d'initialisation, via des vecteurs d'attaque. Donc contrairement aux deux premières, les deux dernières zones sont dynamiques. Plus d'exécution, tas. Ok? Alors que la zone de code, la zone de données ne sont pas dynamiques, elles sont statiques. La zone de code, je vous ai dit, c'est où sont stockées les instructions du programme en cours. La zone de données, c'est où sont stockées certaines des données qui manipulent le programme. Statique. Les deux autres, on a la pile d'exécution et le tas qui, elles, sont dynamiques. C'est-à-dire que le pourcentage d'utilisation et leur contenu varient tout au long de l'exécution d'un processus. Du coup, elles ont besoin de la location de mémoire de façon arbitraire. Ok? La zone de la pile d'exécution, elle est utilisée par les fonctions. Les fonctions, elles peuvent faire quoi? Ça va être le stockage des variables dont je vous ai parlé, local, et le passage des paramètres. On passe des choses en paramètres, on stocke des variables, on manipule des variables. Dans ces variables, il y a des données. Ok, elles se comportent comme une pile, c'est-à-dire dernière entrée, premier sorti. Ok, donc c'est vraiment comme un millefeuille. Le dernier entrée, ok, le premier sorti. C'est-à-dire la dernière instruction que vous mettez, elle est en haut de la pile. La première que vous avez mis, elle est en bas de la pile. Okay, et il y a un système de rotation des données. Ok, par couche. Les variables et les paramètres d'une fonction sont empilés. Okay, c'est ce qu'on appelle le stacking. En anglais, c'est pour ça qu'on appelle le stack. Le stack, la pile d'exécution, execution stack, et la heap. Le heap, c'est le tas. Ok, comme un tas en fait. Hein. On parle par métaphore puisque pour un humain, c'est ce qui est le plus simple. Et vous savez très bien que la programmation, ce sont des systèmes complexes. Et pour comprendre la théorie, on utilise un jargon dédié. Et là, on parle de pile d'exécution, on parle de tas. Ok.
Donc ça, c'est vraiment important, c'est la base de l'architecture. Les variables et les paramètres d'une fonction sont empilés avant le début de la fonction et dépilés à la fin de la fonction. Peu importe le langage de programmation que vous utiliserez, alors je parle orienté objet ou en bas niveau après, mais c'est ça. On se sert de pile mémoire, de pile d'exécution, et les fonctions sont empilées avant le début de la fonction. Ça, c'est les prémices. Et ensuite, on a ce qui se passe ensuite. C'est dépiler, donc empiler, dépiler à la fin de la fonction. Une fonction, c'est quoi? Je vous ai dit, ça permet de gérer une suite d'instructions. Ces instructions, on les fait fonctionner grâce à la déclaration. Qu'est-ce qu'on va déclarer? On va déclarer des variables locales. Ces variables locales sont stockées. Et elles-mêmes, elles stockent quoi? De la mémoire. Et dans cette mémoire, on stocke quoi? Des données. Et ces données, ça peut être quoi? Ça peut être des entiers, ça peut être des variables, ça peut être des flottants, ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être des entiers, ça peut être des flottants et, d'autres choses. Mais on va se baser sur ces trois pour commencer. Donc vous voyez, c'est vraiment une structure en millefeuille, compartimentée, et tout ça, ça permet le bon fonctionnement du langage. Ok? Mais en bas niveau, c'est exactement ce que fait votre processeur pour pouvoir fonctionner. C'est ce qu'il fait au quotidien. Là, vous utilisez votre ordinateur pour faire tourner votre navigateur YouTube. Ça, c'est le haut niveau d'abstraction. En bas niveau, votre processeur est en train, pour pouvoir lire cette vidéo, est en train d'utiliser une suite d'instructions qui vont lui permettre la lecture de la vidéo. Ok? Donc les instructions d'une fonction peuvent être exécutées en informatique. C'est ce qu'on appelle la fonction, un appel de fonction, ok? Un call. On appelle la fonction pour que les instructions qui composent une fonction soient exécutées à partir de n'importe quel endroit du programme. Ok? C'est pour ça qu'on a des pointeurs. Le programme dit va me chercher l'info. L'info, le programme sait qu'il y a tel pointeur. Et grâce au pointeur, il va récupérer les informations à n'importe quel endroit. À la fin de l'exécution des instructions de la fonction, ok, ça se fait de façon séquentielle ou en fonction des boucles de programmation. Et on va avoir la logique qui va être appliquée. L'exécution doit se continuer à l'instruction du programme qui suit l'instruction qui a appelé la fonction. C'est toujours comme ça, ok? Donc, pour permettre le retour au programme qui a appelé la fonction, ok, l'instruction d'appel de fonction, ce qu'on appelle un call, comme je vous disais, enregistre l'adresse de retour dans la pile d'exécution. Lors de l'exécution de l'instruction, on a read, je sais pas comment on prononce, RET, qui marque la fin de la fonction. Le processeur récupère l'adresse de retour qu'il a précédemment stockée dans quoi? Dans sa pile d'exécution, et le processus peut continuer son exécution à cette adresse. C'est pour ça qu'on parle d'adressage mémoire. Okay? Donc plus précisément, le traitement d'une fonction inclut tout le temps, ces étapes. 1. On a le stacking. Stacking, c'est quoi? C'est l'empilement des paramètres de la fonction. On va empiler les paramètres de la fonction sur la pile d'exécution. Très important. Cette fonction, c'est push. Vous allez la voir souvent. Quand j'empile, je fais une fonction push. Je vais pousser, ok, les instructions, les paramètres de la fonction sur la pile d'exécution. 2. On a un call. Instruction call, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'appel de la fonction. Cette étape, elle déclenche la sauvegarde de l'adresse de retour de la fonction sur la pile d'exécution. Ok? Ensuite, 3. Le début de la fonction. On a 2 étapes. On a 1. La sauvegarde de l'adresse de la pile qui marque le début de l'enregistrement de l'état actuel du programme. Ensuite, on a l'allocation des variables locales dans la pile d'exécution. Je vous ai dit que dans la pile d'exécution, on stockait des variables locales. On les stocke, mais pour pouvoir les appeler, les faire fonctionner au sein des instructions, des méthodes de programmation, il faut les allouer. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fonction, si on l'appelle, si on fait un appel à la fonction, c'est qu'on veut l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? Quatrième étape, on fait une exécution
de fonction, execute, ok, en anglais. Ensuite, on a la sortie de la fonction. Parce qu'une fois qu'elle a été appelée et qu'elle a été exécutée, il faut faire une sortie, ok. Ça inclut quoi? La restauration du pointeur. Vous vous rappelez que le pointeur nous a donné où se trouvaient les données. On l'a modifié parce qu'on a exécuté le début de fonction, on a alloué des variables, maintenant on restaure l'état du pointeur, qui marquait quoi? Le début de l'enregistrement de l'état du programme au moment de l'appel de la fonction. L'exécution de l'instruction read, comme je vous disais, return, qui indique la fin de la fonction et déclenche la récupération de l'adresse de retour et le branchement à cette adresse. C'est pareil en base de données, on va vérifier l'état des pointeurs et on modifie la structure interne et on la restaure. C'est dynamique, ok? Donc il faut bien voir, c'est comme un monolithe avec plein de strates et il y a une partie qui est statique, il y a une autre partie qui est dynamique, ok? Et ça, vous le retrouverez dans tous les langages de programmation. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement complexe. Ça va demander beaucoup de travail. Et même pour moi, pour vous expliquer, euh, déjà, il faut que j'apprenne, comment dire, que je sois vraiment à l'aise. Donc c'est pour ça que je vous ai toujours dit, les cours sur la programmation et tout ça, euh, je peux vous donner les bases. Mais si on doit faire des captures de flag ou on commence à faire du buffer overflow, et c'est extrêmement complexe. Déjà, pour moi de comprendre, parce que je suis pas un génie. Et deux, ensuite, je dois vous essayer de trouver un aspect, comment dire, pédagogique, que j'arrive à attirer votre curiosité et que j'arrive à vulgariser. Puisque moi, mon but sur YouTube, c'est de vulgariser et après de vous pousser à, en partant de cette vulgarisation, à creuser, à faire vous-même votre propre instruction et à comprendre l'architecture, comprendre le système, ce paradigme mathématique, informatique, et que, comme un hacker, vous appreniez l'architecture, le fonctionnement, pour pouvoir ensuite manipuler, usurper, pirater, hacker le système. Mais on ne peut pas hacker le système si on n'a pas compris comment il fonctionne. Et ça, c'est le principe du hacking. Okay, donc ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de travail personnel, et ça je pourrais pas le faire à votre place. J'essaye déjà de le faire pour moi, mais vous voyez que là vraiment c'est plus que du petit bidouillage, c'est des grosses compétences, okay, et surtout un travail personnel. Il va falloir lire des bouquins, il va falloir apprendre les langages de programmation, comprendre tous ces concepts, toute cette théorie, ce paradigme, pour pouvoir l'absorber et ensuite pouvoir régurgiter ce que vous avez appris dans la pratique pour soit programmer, soit pour exécuter des buffs, des buffer overflow ou des heap size overflow, etc., etc. Donc là, vraiment, c'est du costaud, hein. Ne comptez pas apprendre ça en quelques mois. Ça vous demandera des années, voire, j'ai envie de vous dire, une vie, parce que c'est extrêmement complexe. Ok. Mais grosso modo, comment fonctionne? Alors, on va pas voir en détail, mais un programme en C, généralement, on inclut des librairies. Donc ça, c'est le include, et on va inclure des librairies pour pouvoir les appeler, ok? Faire des appels à des librairies, à des modules, etc. Ça, c'est pas propre au C, c'est dans la plupart des langages de programmation. Ensuite, on a les void et les main, ok? Donc les main, c'est généralement les fonctions principales que vous allez appeler dans votre programme avec les différents arguments. On verra ensuite les boucles itératives. Il y a plusieurs, les if, les fi sous Windows. Mais grosso modo, vous déclarez une classe void. Donc void, on verra parce qu'elle peut être incluse ou exclue en fait. Ça, on verra. Ça permet en fait de, comment vous dire, de compartimenter votre code. Et certaines classes sont publiques, certaines classes sont privées. Je vous fais le meilleur exemple. C'est vous prenez un cachet et la moitié du cachet, elle est offusquée. Elle est non transparente. Il y a comme une couche en fait et il y a une gélule qui cache les composants du médicament. Ça,
Et très souvent, vous prenez des pilules, vous voyez qu'elles sont soit complètement opaques, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et ça cache les principes actifs. C'est une technique d'offuscation pour empêcher la rétro-ingénierie. Je vous fais une métaphore avec les médicaments, mais c'est pareil. Et on a d'autres médicaments où la gélule, il y a la moitié qui est opaque, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et il y a une autre moitié où on voit les composants qui composent le médicament, et on voit les principes actifs. Et ben en programmation, c'est pareil. Il y a des classes que vous allez laisser publiques parce que, à la limite, on s'en fout qu'on puisse faire de la rétro-ingénierie. Et il y a d'autres parties, c'est du code propriétaire où ce sont des données critiques qui sont traitées dans votre programme. Et là, vous allez les passer en privé. Pourquoi? Parce que on ne veut pas qu'une personne tierce qui lit votre code source ou qui essaye de le décompiler, eh ben, puisse comprendre les fonctions, les données, les méthodes qui sont appelées, etc., etc. Donc là, c'est très vaste, mais c'est le même principe, ok? On a une bouteille transparente, on voit le liquide qu'elle contient. Si la bouteille est complètement opaque, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ok? Du coup, on doit deviner, ok? Et donc, en termes de rétro-ingénierie, ça va permettre de complexifier. C'est une technique d'offuscation du code. Quand vous travaillez pour une entreprise, il y a des droits de propriété. Si c'est du closed source, c'est pas de l'open source, eh ben, vous savez que toute l'entreprise, elle a des droits de propriété, elle va payer même pour défendre sa propriété intellectuelle. Et la dernière chose qu'on veut quand on a payé des développeurs des milliers d'euros, c'est que votre code source se retrouve dans la nature. C'est pour ça qu'on compile le code source en binaire, parce que un fichier exe, pour faire de la rétro-ingénierie, il faudra le décompiler pour pouvoir commencer à lire le code source. Alors que le code source, si vous l'avez sous la main, il n'est pas compilé, vous pouvez déjà lire toutes les instructions. Donc ça, c'est une technique d'offuscation. Ok. Donc ce langage, en grosso modo en C, il y a toujours une main, on a des classes void, etc., etc. Je ne rentre pas en détail. Mais on a un compilateur GCC qui est présent sur l'architecture x86. Vous pouvez l'utiliser, on l'a sous Linux. Et en gros, lui va traduire le langage en programme C, qui est volontairement simplifié. Lui va le compiler en bas niveau. Et là, lui, il va faire des appels aux fonctions. On va avoir des entrées de fonctions. Donc, qui parle d'entrée, on va avoir la fonction push. On a la fonction move, sub, lea, call, leave, return. Et c'est extrêmement complexe, mais on va jouer sur des paramètres aussi de la fonction via le str ou str copy dont je vous ai parlé. On va faire la fonction sub, par exemple, pour allouer de la mémoire avec nos variables. Par exemple, si on veut un entier de 32 avec deux variables qui suivent, on va faire un sub esp,40. Donc ça, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas, ça sert à rien que je vous embrouille. Mais grosso modo, on a l'état de la pile d'exécution et des deux registres. On a le registre EBP et ESP juste avant l'appel de la fonction str copy. Ok. Donc grosso modo, on a nos arguments, c'est le buffer. On a l'argument 2, c'est le string. Là, on passe en ESP et tout en bas, on a notre buffer. Comment on va exploiter le buffer overflow? Par exemple, si str contient 32 octets, ok, et que la fonction str copie le contenu de str dans le buffer, la fonction str copy ne fait aucune vérification, comme on a vu. Il n'y a que strl copy qui fait des vérifications sur la longueur en octets. Elle copiera donc le contenu de str jusqu'à qu'elle rencontre un caractère de fin de chaîne. C'est ce qu'on appelle un null byte. Null byte, c'est un caractère nul. Ok. Et si str contient 32 octets ou plus, avant le caractère nul, la fonction strcopy continuera à copier le contenu de la chaîne au-delà de la zone allouée par la variable locale buffer. C'est ce qu'on appelle un buffer overflow, BOF. C'est ainsi que les informations stockées dans la pile d'exécution, incluant l'adresse de retour de la fonction, pourront être écrasées comme indiqué dans l'illustration suivante. Dans l'exemple précédent, si str contient un code malveillant de 32 octets suivi de l'adresse du buffer, donc, au retour de la fonction, à la fin, le processeur exécutera le code contenu dans str. Et là, c'est une faille.
pour que cette technique fonctionne, il y a deux conditions. Le code malveillant ne doit contenir aucun caractère nul, sans quoi strcopy arrêtera sans copier les octets suivants le caractère nul, et l'adresse de retour ne doit pas non plus contenir de caractère nul. Ce sont les deux composantes. Donc ok, donc tout en haut de la pile, grosso modo, on a l'ESP, tout en bas de votre pile, vous aurez le BP. Ça, c'est quoi? C'est l'état de la pile avant l'appel de la fonction strcopy. Tout en bas, on a le BP avec l'adresse de retour et la variable str. Tout en haut, on a notre ESP. Le ESP, il a quoi? Il a deux arguments. On a l'argument 1, par exemple, qui est égal au buffer, l'argument 2 qui est égal au string str, et tout ça compose le tampon. Le tampon, c'est le buffer. Et ensuite, quand on fait un dépassement de tampon avec écrasement de retour, c'est un bug du programme. L'adresse de retour ayant été écrasée à la fin de la fonction, le processeur ne peut pas brancher ce qu'on appelle du branching vers l'adresse de retour originale, car cette adresse a été modifiée par le dépassement de tampon. Dans le cas d'un bug involontaire, l'adresse de retour a généralement été remplacée par une adresse en dehors de la plage adressable et le programme plante, il bug en affichant un message d'erreur. C'est ce qu'on appelle une erreur de segmentation. Donc là, vous voyez ma pile mémoire, ok. Et ben, je vous ai dit en haut, on a le SP, en bas, on a le BP. Et ben, entre, qu'est-ce qu'il y a? Et ben, va y avoir je suis une chaîne, peut-être. Et ben, va y avoir je suis une chaîne un peu trop longue. Et ça va dépasser. Et je suis une chaîne un peu trop longue. Et ben, il y avait les trois dernières cases mémoire. Je vous ai dit, on a le BP, l'adresse retour et la variable str. Qu'est-ce que va faire ma chaîne? Je suis un peu trop longue. Ça va écraser les deux cases du haut tout en bas. En haut, la première case, on a quoi? On a le BP et on a l'adresse de retour. Eh ben, ça va écraser le BP et l'adresse de retour. Il va rester que notre dernière case. Et la dernière case, c'est la variable str. Et vous savez que la variable str, c'est celle qui exécute le processeur. Donc il va l'exécuter, sauf que le BP et l'adresse retour aura été corrompu. Le dépassement de tampon, la fonction strcopy copie la chaîne vers la zone mémoire indiquée, il dépasse la zone allouée et écrase l'adresse de retour de la fonction foo. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Pour arriver à ces fins, l'attaquant doit surmonter deux difficultés. Trouver l'adresse de début de son code malveillant d'un programme attaqué, construire son code d'exploitation en respectant les contraintes imposées par le type de variable dans lequel il place son code. Ok? Donc par exemple, la variable, ça peut être une chaîne de caractères. Donc tout ça, c'est la difficulté. Il va falloir trouver le bon endroit où l'exécuter et ensuite comment exécuter l'exploitation. Exploitation du code, exploitation d'un code arbitraire. Arbitrairement, je vais réécrire, modifier les données. Ok? Soit via des null bytes, soit via des chaînes de caractères, etc. etc. Donc, je vous ai dit, c'est vraiment les bases. Je m'arrêterai là. On a deux choses à faire. Il faut trouver l'adresse du début du code malveillant et il nous faut construire le code d'exploitation. Construire le code d'exploitation, à la limite, c'est le plus facile. Enfin, le plus facile. En gros, la construction du code d'exploitation, c'est ce qu'on appelle le shellcode. Dans certains cas, le code doit être construit avec un jeu de caractères réduit. C'est ce qu'on a une chaîne Unicode, alphanumérique, etc., etc. En pratique, ces limitations n'arrêtent pas un attaquant déterminé. On recense des cas de piratage utilisant du code limité aux caractères légaux d'une chaîne Unicode. Mais il faut pouvoir exécuter du code auto-modifiant, comme on dit. Donc ça, c'est le plus dur ou pas, ça dépend de vos capacités en programmation. Il y a des gens qui arrivent facilement à trouver l'adresse de début du code malveillant, mais ils ont beaucoup de mal à construire le code d'exploitation. À l'inverse, il y en a qui savent parfaitement, parce qu'ils ont une très très bonne connaissance au niveau du coding, à exploiter et à construire le code d'exploitation, le shell code. Par contre, ils auront beaucoup de mal
à trouver l'endroit, la plage mémoire où trouver l'adresse du début du code malveillant. Et les meilleurs hackers savent faire ces deux choses en même temps. Mais ça demande un haut niveau de technique, un haut niveau d'ingénierie et maîtriser parfaitement le langage de programmation. En fait. Il n'y a pas de secret. Ça ne s'improvise pas. Autant vous pouvez bidouiller des backdoors, jouer avec Nmap, jouer avec ce que vous voulez, Metasploit, sans avoir trop de connaissances, suivant des tutoriels. Euh, vous pourrez suivre des tutoriels pour faire des buffer overflow, mais si vous ne comprenez pas, en gros, vous ne servez à rien. Vous êtes un script qui dit, vous utilisez des heap overflow ou des buffer overflow. Si vous ne comprenez pas le code, et ça vaut pour tout en informatique et en hacking, vous n'atteindrez jamais un excellent niveau en hacking. Vous serez un script qui dit, en gros, vous serez mauvais quoi. Hein. Faut pas se voiler la face. Alors ça vous empêchera pas de faire du cracking, d'être des black hats et faire des saloperies, mais vous ne ferez pas partie de l'élite. Et l'élite, c'est quoi? Bah, c'est pas être un script kid, c'est apprendre parfaitement le code, à apprendre les architectures pour savoir et comprendre ce qu'on fait, ok? Et savoir le faire tout seul. Pas copier, pas faire du copycat, copier les autres en fait. Ok? Parce qu'en plus, si vous faites du sale, vous voulez être black hat, ça sera le meilleur moyen de vous faire péter. Et vous vous retrouvez en prison rapidement. Donc si vous voulez être bon, il faut comprendre tout ça. Et l'autre étape, je vous disais, la technique précédente, c'est l'adressage de début du code malveillant. Et ça, c'est l'attaquant doit connaître l'adresse de début du code malveillant. C'est assez complexe car ça demande généralement des essais successifs. Ok, c'est une méthode très discrète. De plus, il y a de fortes chances que l'adresse de la pile change d'une version à une autre en fonction du programme visé et du système d'exploitation à l'autre. Je vous ferai une vidéo sur justement une faille qui a été trouvée dans les systèmes d'exploitation de la PlayStation 4 et comment maintenant on peut la jailbreaker pour exécuter du code malveillant, arbitraire ou des jeux gratuits. Et justement, ça a demandé des années de recherche et développement. C'est pour ça, ça fait combien de temps? Quasiment 8 ans, 9 ans que la PS4 est sortie. Et elle s'est fait pirater il y a que quelques années, quoi. Donc grosso modo, l'attaquant va généralement exploiter une faille sur le plus de versions possibles du même programme et peut-être concevoir un virus ou un ver qui va pouvoir s'étendre à toutes ces versions. Ça franchir du besoin de connaître l'adresse du début du code malveillant et doit trouver une méthode qui lui permette de brancher, c'est ce qu'on appelle le code branching, sans se préoccuper de la version du système d'exploitation ou du programme visé, tout en évitant de faire de multiples tentatives qui prendraient trop de temps et dévoileraient peut-être sa présence. Il est possible dans certains cas de se servir du contexte d'exécution du système cible. Sur Windows, la plupart des programmes, même les plus simples, contiennent un ensemble de primitives, systèmes qui sont accessibles au programme. Les fameuses librairies qu'on appelle les fichiers DLL, que vous connaissez tous. Il est possible de trouver des bibliothèques dont l'adresse de mémoire lors de l'exécution change peu en fonction de la version du système. Et on va faire de l'injection, attaque par injection en fonction des DLL. Le but pour l'attaquant est alors de trouver ces plages mémoire des instructions qui manipulent la pile d'exécution, la call stack, et lui permettent d'exécuter son code. Par exemple, en supposant que la fonction strc copy manipule un registre processeur EAX pour y stocker l'adresse source, on sait que EAX contiendra une adresse proche de l'adresse du buffer, puisqu'il est tout en haut, et de retour du str copy. Le but de l'attaquant est donc de trouver dans la zone mémoire supposée fixe, statique, la zone DDL par exemple, un code, un shell code qui permettra de sauter, on parle de jump, vers le contenu de l'EAX, call EAX et jump EAX, c'est des fonctions en bas niveau. Il construira son buffer en plaçant son code suivi de l'adresse d'une instruction de saut, ce qu'on appelle donc un call EAX ou un jump EAX, et au retour, on a le quoi? Str copy,
le processeur branchera vers une autre zone mémoire contenant le fameux call EAX ou jump EAX, puisque le EAX contient l'adresse du buffer. Et il va à nouveau brancher vers le code, et donc c'est comme ça que s'exécute le buffer overflow, puisqu'il va être exécuté. Et on va jouer sur ces adressages, sur ces zones statiques, fixes, et les zones dynamiques. Pourquoi atteindre notre cible? Et notre cible, c'est quoi? C'est le buffer. C'est pour ça qu'on parle de buffer overflow. Donc il y a des protections. Ça complique grandement la tâche. On a déjà, les prérogatives, en fait, c'est bannir l'utilisation des fonctions dites non protégées. Donc on va utiliser par exemple strm copy plutôt que str copy. Bon, je vous ai parlé de fgets à la place de gets. On a d'autres fonctions, mais en gros, appeler des fonctions protégées qui contrôlent quoi? La taille du buffer. Les compilateurs récents peuvent prévenir les programmeurs s'ils utilisent des fonctions à risque, même si leur utilisation demeure possible. Ok, on va pouvoir faire des bypass. Parce que des fois, malheureusement, on ne peut pas faire appel à une fonction protégée. Il va falloir faire appel à une fonction non protégée. Donc utiliser des options de compilation permettant d'éviter des dépassements de mémoire tampon menant à la corruption de la pile, parce que dès qu'il y a corruption de la pile, c'est la merde, comme le SSP, le Stack Smashing Protector, technique du canary. Ok. Ensuite, il faut se reposer sur les protections offertes par le système d'exploitation. Donc, vous savez qu'on a la SLR. C'est quoi? C'est l'Address Space Layout Randomization. On va avoir un adressage randomisé, aléatoire, des plages de la mémoire, paginée ou non paginée. Pour empêcher quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Le hacker doit trouver l'adresse de début du code malveillant. Si l'adresse est aléatoire, la plage de mémoire est aléatoire, ça va complexifier grandement l'adresse, trouver l'adresse de début du code malveillant. C'est le but. Ok? Et on a quoi d'autre? On a le DEP. DEP, c'est Data Execution Prevention. Vous pouvez vérifier dans vos paramètres système, panneau de configuration, système, paramètres du système avancé. Dans un des onglets, le troisième, si je dis pas de bêtises, vous avez le Data Execution Prevention. Donc exécution de données de façon préventive. Ça protège, soit vous le définissez via une GPO, soit dans l'onglet que je vous dis sur le panneau de configuration, système avancé, et vous pouvez demander que le DEP soit exécuté soit sur les processus parents inhérents à Windows, soit le faire sur toutes vos applications. Et je vous conseille de le faire. Ok? Paramètres, système, paramètres avancés du système. Ok? Oui. Là, j'arrive sur paramètres du système avancé. Qu'est-ce que je fais? Je fais protection du système. Pardon. Je fais. Je sais même plus. Ouais. Je fais performance, effet visuel, planification du processeur, utilisation de la mémoire et mémoire virtuelle. Je vais dans paramètres. J'arrive sur effet visuel, je m'en fous. Je vais dans le troisième onglet. Option de performance, il y a prévention de l'exécution des données. C'est quoi? C'est le DEP. Ok? Et là, il me dit, la prévention de l'exécution des données vous aide à vous protéger des virus et autres risques de sécurité. Activez la prévention des données pour les programmes et les services Windows uniquement. Non, vous allez vous cliquer sur activer la prévention d'exécution des données pour tous les programmes, les services, sauf ceux que je sélectionne. Et si jamais vous avez un programme qui bug, vous désactivez le DEP. Ce programme, vous l'ajoutez dans la liste. Mais je vous conseille d'utiliser le DEP, la prévention d'exécution des données, sur tous les processus, tous les programmes et tous les services. Pas que Windows uniquement. Voilà. Et sinon, vous pouvez utiliser le programme. Utilisez le programme, BC Edit. BCD Edit, pardon, exe, en ligne de commande pour activer le DEP. Allez voir sur Google. Voilà, ça permet de sécuriser un tant soit peu l'ordinateur sous Windows, par exemple.
et empêcher les buffer overflow. Ok. Après, il y a des protections sur votre processeur dans le BIOS, elles sont activées par défaut et ça empêche aussi les buffer overflow directement sur votre processeur. Ensuite, il faut utiliser des outils externes dans le développement pour détecter les accès mémoire invalides à l'exécution. Par exemple, on a la bibliothèque Electronic Fence ou Valgrind. Utiliser des langages à contexte d'exécution managé, implémentant la vérification des bornes des tableaux, par exemple sous Java. Et on a des protections similaires comme le Stack Machine Protector qui sont activées par défaut dans la plupart des compilateurs et il faut les utiliser. Cependant, les protections contre les dépassements de tampons restent souvent absentes des systèmes embarqués et plus contraints en ressources. Donc ça veut dire ce qu'il y a dans vos voitures, ce qu'il y a dans tous vos IoT, ce qu'il y a dans parfois vos téléphones ou vos montres connectées. Ok, parce qu'il y a très peu de place, donc dit peu d'espace, dit contrainte en termes de ressources. Ok. Donc la technique du canari à connaître fait référence au canari qui est utilisé pour les fuites de grisou dans les mines de charbon. En effet, si le canari crevait, on savait qu'il y avait une fuite de grisou, qu'il fallait se barrer avant que la mine explose. Donc le principe, c'est de stocker une valeur secrète générée à l'exécution juste avant l'adresse de retour, entre la fin de la pile et l'adresse de retour. Lorsque la fonction se termine, cette valeur est contrôlée. Si cette clé est changée, l'exécution est avortée. Cette méthode permet d'empêcher l'exécution de code corrompu, mais augmente la taille du code et ralentit donc l'appel de la fonction. Le problème, c'est que les systèmes embarqués, ils ont peu de ressources en termes de stockage, d'entrée-sortie, d'espace mémoire et de puissance de calcul. Donc, ça va pas être possible. Cette protection est disponible dans les compilateurs C actuels, donc GCC, le plus connu, et on peut utiliser aussi des patchs qui vont venir faire appel à ces fonctions. Et sur les microprocesseurs, je vous ai dit qu'il y avait des protections matérielles, cette fois-ci pas logicielles ou applicatives, c'est sur les microprocesseurs récents 64 bits, on implémente des protections efficaces NX byte, XD byte, et ça va permettre d'empêcher de faire des side channel attaques, donc des attaques par canaux auxiliaires ou de buffer overflow matériel. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais on a grosso modo, pour terminer, des dépassements de tas partout. Des dépassements de tampons partout. Ok, ça peut être exploité même dans le réseau. Depuis les années 2000, on sait qu'OpenSSH permet de faire des dépassements de tampons et ça permet aux agences de renseignement de contourner tout ce qui est OpenSSH ou OpenVPN par exemple. On sait qu'on a des dépassements de tas aussi quasiment dans tous les langages avec des débordements de variables contenues dans d'autres parties de la mémoire. C'est ce qu'on appelle le débordement des variables de tas. Ces dépassements sont appelés des dépassements de tas. Donc comprenez bien, heap overflow, dépassement de tas, buffer overflow, dépassement de tampons. C'est important. Les deux sont différentes. Ok ? Donc ça, vous le verrez constamment. Et il y a une autre technique, et je m'arrêterai là, c'est le débordement de nombres entiers. Vous savez que la structure de données, en fait, au niveau de la programmation, quand on doit manipuler des données, on le fait dans des arrays. Array, c'est quoi? C'est des tableaux, ok, mathématiques, qui vont permettre en fait le calcul de la taille totale du tableau. On a la taille d'un élément multiplié par le nombre d'éléments. Un tel produit peut donner un nombre trop grand pour être enregistré dans l'espace normalement alloué à un nombre entier. On a alors un dépassement d'entier cette fois-ci. Et le produit est quoi? Tronqué. Donc s'il est tronqué, ça donne quoi? Un résultat erroné plus petit que le résultat attendu. La zone mémoire allouée au tableau est alors de taille inférieure à ce qu'on pense avoir alloué. C'est un cas très particulier de dépassement de tampon qui peut être utilisé par un attaquant. Ok, donc 3 attaques. La première, dépassement de mémoire tampon, buffer overflow. Deuxième attaque, dépassement de tas, heap overflow. Modification hybride
de buffer overflow, ça peut être dépassement d'entier, ok? Integer overflow, ok? Débordement de nombres entiers. Vous savez que les entiers, c'est les integers en anglais, ok? Et en programmation, on a int32, int64. En 32 octets, 64 octets, ça dépend de l'adressage, des plages mémoire et tout ça, ok? Et plus l'entier, vous pourrez stocker beaucoup plus de données dans un entier 64 que dans un entier 32. Mais bon, ça c'est pareil, après il faut avoir quelques connaissances. Donc je vous conseille d'apprendre le C, le C++, le C Sharp, apprendre le Python, mais surtout le C, quoi. Parce que là, c'est des langages beaucoup plus bas de niveau. Mais bon, si vous avez des connaissances en langage orienté objet, ça vous aidera à comprendre le plus bas niveau. Ok? Et après, bah, la mec hein, pour un codeur, pour un hacker, c'est de faire du langage assemblant. Et là, on parle directement à la machine. Et là, ça permet des folies. Mais là, c'est en dehors de mon domaine de compétences. C'est pas moi qui pourrais vous apprendre ça. Mais on verra peut-être des CTF où je me baserai sur les compétences des autres pour vous faire quelques petites vidéos. Mais très clairement, j'ai trop à faire pour pouvoir maîtriser ça. Et puis à la base, moi je suis issu du réseau, je suis pas issu du dev. Donc bah voilà, ça fait que quelques années que je code et je suis loin d'être un crack. Donc bah, il faudra voir d'autres ressources. Vous avez plein de vidéos en anglais ou en français sur des gars qui touchent le code. Et ben allez voir leurs vidéos et donnez-vous les moyens. Et vous verrez que bah, avec l'abnégation, si vous vous donnez à fond, vous y arriverez. Comme je vous disais, si vous vous donnez les moyens, vous pourrez faire n'importe quoi. Voilà, c'était ma petite vidéo, super lourd parce que bah voilà, je j'ai pas de support, hein, je vous mets juste les vidéos là en fond, histoire de meubler un peu. Mais voilà, c'était l'introduction au Buffer Overflow BOF. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.